À chaque fois que le président Laurent Gbagbo marchera lentement, ce sont eux qui devraient en avoir honte et se taire. En avril 2011, le président Laurent Gbagbo est incarcéré à Korogo. En novembre 2011, il est transféré à la prison de Scheveningen. Ce n'est qu'en avril 2012 que je le vois pour la première fois parce que j'étais sous sanction, interdite de voyager et tous mes comptes bancaires gelés. Mes comptes sont longtemps restés gelés, mais l'interdiction de voyager a été levée par l'Union européenne en 2012. Quand le chef était en prison à Korogo, il n'avait droit à aucune visite, sauf à celle de ses avocats. Il fallait que nous attendions que ses avocats lui rendent visite, et cela une seule fois par mois, pour que nous puissions avoir de ses nouvelles pour savoir s'il était en vie ou pas. Je vous assure que la prison de Korogo a été la pire prison pour moi. En plus de l'interdiction de voyager, il n'avait pas le droit de téléphoner. Petite anecdote. J'avais un numéro de téléphone que le président Laurent Gbagbo connaissait par cœur. Et ce numéro était aussi connu par beaucoup de personnes. Mes proches me demandaient de me débarrasser de ce numéro ivoirien que j'avais par mesure de sécurité, mais je refusais de le faire parce que je me disais que s'il était autorisé que le président passe un coup de fil, c'est ce numéro qu'il composera. Et c'est ce qui fut fait le 30 novembre 2011, jour de son arrivée à la prison de Scheveningen. Au petit matin, vers 3h ou 4h, mon téléphone sonne et je vois un numéro portant l'indicatif de la Hollande. Je n'ai pas de doute, c'est lui, c'est le président. Je m'empresse de décrocher et j'entends le chef rire à l'autre bout du fil et il me dit toujours en riant, « Nadi, ici au moins je suis entre les mains de personnes civilisées. » Ils m'ont demandé si je voulais appeler des membres de ma famille pour leur dire que je suis bien arrivée. Et voilà, je t'appelle. Moi qui devais pleurer. Lui qui devait pleurer sur son sort parce qu'on nous a toujours dit qu'on ne revient jamais de la CPI. Le voilà en train de me faire rigoler. Le voilà en train de me faire rire. Je vous avoue que la CPI qui représentait l'horreur pour moi est devenue en quelques secondes un lieu de bonheur. Je riais et je pleurais à la fois parce que la communication interrompue depuis avril 2011 venait d'être rétablie. Je riais parce que le président Laurent Gbagbo venait de me transmettre de la joie, donc de la force, malgré son état de faiblesse. Je ne le voyais pas, mais au moins je l'entendais. Et il en profitait pour me demander de transmettre des messages à ses camarades du parti. Malgré la prison, malgré la déportation, notre chef, votre chef n'a pas faibli. Il est resté volontaire pour continuer la lutte. Cependant, je n'imaginais pas la souffrance dans laquelle il vivait. Étant interdite de voyage, c'est ma sœur aînée qui partait le voir, mais à chaque fois qu'elle revenait de la prison, elle était en pleurs. Elle pleurait des jours et des jours. Je ne comprenais pas pourquoi elle pleurait autant. Il a fallu que moi-même j'arrive d'Accra, où j'étais d'abord en exil à La Haye, pour voir de mes yeux, en avril 2012, ce qui faisait tant pleurer ma sœur. Le chef avait maigri, énormément maigri. Son teint était devenu terne. Il avait du mal à marcher. Pour se lever, il ne pouvait plus utiliser ses mains. Il ne pouvait plus utiliser correctement un stylo pour écrire. Il avait donc de la peine à écrire parce que ses doigts lui faisaient mal. J'étais totalement déboussolée. À la sortie de la visite, un garde de la prison m'avait vu que j'étais découragée, pratiquement en pleurs, et il m'a confié
qu'il a beaucoup d'admiration pour le président Laurent Gbagbo, parce que c'est un monsieur fort de caractère. Parce qu'au vu de l'état dans lequel il est arrivé de Côte d'Ivoire, il a été surpris de voir le chef se tenir debout quand on l'a présenté pour la première fois au juge de la CPI. C'est justement ce jour-là que le chef a parlé pour la seule et unique fois au tribunal de La Haye, où il a dit « on ira jusqu'au bout ». Et encore, quand un homme marche, il laisse des traces. Je me dois également de témoigner que la CPI s'est empressée de trouver un kiné pour que ce dernier réapprenne au président Gbagbo à utiliser tous les membres de son corps malgré la douleur. Quand le chef est sorti de prison, c'est avec la même volonté de ne pas se laisser démolir physiquement qu'il a continué ses séances de kiné à Bruxelles et il a réappris à marcher un peu plus vite sur de longues distances. Nous partions pour cela tous les après-midi dans les parcs pour que la marche ne soit pas un obstacle pour lui. Chers jeunes, chers jeunes, chers jeunes, chers jeunes, vous pour qui le président Laurent Gbagbo a tenu et n'a pas voulu abandonner la lutte parce que vous êtes l'avenir de ce pays. Vous pour qui il a promis se battre jusqu'au bout afin de vous laisser un pays apaisé, afin que plus jamais vos libertés individuelles ne soient bafouées. Voici une des choses que le président Laurent Gbagbo ne vous dira pas et que moi, je me dois de vous dire. Chers jeunes, chers amis, j'entends certains adversaires du président Laurent Gbagbo se moquer de la démarche lente de notre chef parce que, disent-ils, il est vieux. Non, ce n'est pas l'âge qui fait que le président Laurent Gbagbo marche aussi lentement. Oui, c'est vrai qu'il n'est plus très jeune, mais c'est la prison à Korogo qui lui a laissé des séquelles. Il n'est pas le plus âgé de la classe politique ivoirienne ou le président le plus âgé du monde. Il est l'un des hommes politiques à avoir été le plus éprouvé. Sa vie n'a été que combat et sacrifice pour le peuple ivoirien. En disant qu'il marche parce qu'il est vieux, ses adversaires veulent nous faire oublier ce qu'ils lui ont fait subir. Nos chefs portent les traces de leur injustice. Nos chefs portent les traces de leur oppression. À chaque fois que le président Laurent Gbagbo marchera lentement, ce sont eux qui devraient en avoir honte et se taire. Et vous, à chaque fois que vous verrez le président Laurent Gbagbo marcher lentement, vous devez en être fiers parce que la lenteur de sa démarche est le signe de sa résilience. Militantes, militants, soyons fiers de la force de caractère de notre chef. Ils l'ont touché physiquement, mais n'ont pas atteint sa santé, n'ont pas atteint son cerveau, Dieu merci. Malheureusement pour eux, le président Laurent Gbagbo a toute sa lucidité. Ils l'ont touché physiquement, mais n'ont pas atteint son cœur. Malheureusement pour eux, le chef est resté un homme bon. Malgré le fait que le président Laurent Gbagbo soit aussi une grosse victime de la crise post-électorale, il a pardonné à tous ses adversaires sans exception. Il est sans rancune, sans rancœur et sans ressentiment. Vous avez entendu un peu, non? Hein? Vous savez d'où vient notre révolte? Ouais, non. Quand nous on se révolte et puis on parle, les gens disent va doucement. Vous ne savez pas ce que nous on entend. Vous ne savez pas ce qu'on entend et ce qu'on a entendu. Gbagbo était assis comme ça. Il était assis comme ça à Korogo. Il ne dort pas. Il ne se couche pas. Il dort comme ça.
Il dort comme ça. Coincé. Pendant près de 8 mois, son pied là. C'est quand les gens viennent le voir. Quand les gens viennent le visiter, on le sort, on le met dans un coin bien. Ils ont failli le tuer à Korogo. En fait, c'est pas un miracle que Gbagbo est encore là. C'est pas un miracle qu'il est là. Est-ce que vous comprenez ça? Qui lui a fait ça? Ouattara. Qu'est-ce que Gbagbo a fait à Ouattara? Qu'est-ce que Gbagbo a fait à Ouattara? Interrogeons l'histoire. Qu'est-ce que le vieux là, il a fait quoi à Ouattara? Qu'est-ce qu'il lui a fait? Interrogez l'histoire. Rien. Gbagbo a fait que du bien à Ouattara. Il n'a rien fait de mal à Ouattara. Rien du tout. D'ailleurs même, quand le multipartisme a été déclaré et que Gbagbo allait faire son... Parce que malgré tout, c'est le président Gbagbo qui allait faire son parti d'abord. C'est lui qui allait créer son parti d'abord. Et ce qui a été la déclaration de façon subtile du multipartisme. Quand lui l'a fait, qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde allait faire. Mais le président Gbagbo a créé avec Jenny Kobena le RDL. Les textes du RDL. C'est le président Gbagbo et puis Jenny Kobena qui ont écrit ça. Pourquoi le président Gbagbo a fait ça? Pour créer, on va dire, une force politique où les laissés pour compte du PDCI allaient se retrouver. Parce que, après le désert du Vieux-Oué, le parti de Bédier, il y a eu implosion au sein du PDCI. Vous comprenez? Il y a eu problème au sein du PDCI. Il y a beaucoup qui sont partis. C'est là les Gué-Robert ont été jetés dehors. Vous comprenez ça? Donc le président Gbagbo a créé avec Jenny Kobena pour créer un courant d'attraction de tous ces gens-là. Et c'est là, Ouattara devient en 1994 le président de ce parti. Dès qu'il devient président, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé, et puis Jenny Kobena meurt. Mais quand le RDR est créé, en 1995, le président Gbagbo, en solidarité avec Ouattara, il refuse d'aller aux élections contre Bédier pour boycotter les élections. Et ils ont même fait ce qu'on appelle les boycotts actifs. Le boycott actif. Vous comprenez ça? En 1995, ils ont marché ensemble. Ouais, il y a une photo où le président va apporter Boubou et puis Ouattara est là. C'est à ce moment-là. Il a fait ça pour Ouattara. En 2000. Mais c'est pas lui qui était aux affaires. C'est Gué-Robert qui était aux affaires. Et puis la majorité des ministres dans le gouvernement de transition de Gué-Robert, c'était les RDR. C'est d'ailleurs là qu'il y a eu palabre entre le RDR et puis le FPI. Ils se sont divisés. Parce que le RDR tirait le drap de son côté. Avec Gué-Robert. Parce qu'il faut interroger l'histoire. Parce qu'en réalité, c'est Jacques Chirac qui gérait Gué-Robert. C'est Jacques Chirac qui gérait Gué-Robert. Est-ce que vous comprenez ça? À travers Ouma Bongo. Donc, Ouattara était l'élément de la France. Donc, c'est lui qui était bien parti. En réalité, le coup d'État a été fait à cause de lui. Mais oui, le coup d'État a été
fait à cause de Ouattara, puisque c'est IB. IB qui était garde du corps de Ouattara. Yeah. C'est lui qui a fait le coup d'état sur Bédié. Le coup d'état était fait pour Ouattara. Donc si, dans vos manigances, entre vous là-bas, dans votre maison, vous ne vous êtes pas entendu, Guy Robert a pris la décision d'aller, alors qu'il avait dit qu'il n'allait pas aller aux élections. Guy Robert a pris la décision de changer tout pour aller aux élections, changer la constitution pour aller aux élections. La constitution de 2000 là, ce n'est pas Gbagbo qui avait ça. La constitution de 2000, ce n'est pas Gbagbo qui avait ça. Ni 95, ni 2000, il n'a pas modifié la constitution, il n'a jamais modifié la constitution. Ce n'est pas lui qui a fait ça. Est-ce que vous comprenez ça? C'est Guy Robert qui a changé la constitution, qui a fait les audiences foraines. Et c'est lui qui a fait les ou et là. C'est à ce moment il a changé la constitution. Vous comprenez ça? C'est Guy Robert qui a fait. Et c'est le même Guy Robert qui a dit, dit au doyen là, comment il s'appelle là? Celui qui était le président du conseil constitutionnel là, à l'époque là. Mettez-moi son nom s'il vous plaît. Le président du conseil constitutionnel sous Guy Robert là, mettez-moi son nom s'il vous plaît. C'est lui qui a dit que Ouattara ne peut pas être candidat pour moralité douteuse et de nationalité douteuse. Est-ce que c'est Gbagbo qui avait ça? C'est pas lui. Gbagbo n'a rien fait. Tia Koné, merci les gars. C'est Tia Koné qui a dit de nationalité douteuse et de moralité douteuse. C'est comme ça qu'ils ont rejeté la candidature. Est-ce que c'est Gbagbo qui a fait? C'est pas Gbagbo. Et le même Tia Koné a accepté la candidature de Gbagbo. Mais pourquoi tu t'en prends à Gbagbo? C'est pas lui qui a fait. Et il n'est pas tout aux élections. Le même Guy Robert a dit que c'est pas toi qui as gagné. Guy Robert dit que c'est pas Gbagbo qui a gagné. Et Gbagbo a appelé ses militants dehors. Et ces militants sont venus chasser Guy Robert pour l'enlever. Pourquoi vous vous en prenez à lui? Qu'est-ce qu'il vous a fait? Qu'est-ce qu'il t'a fait, Ouattara? Pour que tu l'en veuilles autant. Il t'a fait quoi? Ou bien parce qu'il est bêté? Ou bien c'est parce qu'il est bêté que tu lui fais ça? Ou bien, qu'est-ce qu'il t'a fait? Il t'a fait quoi? Et puis tu es méchant sur lui comme ça. Il n'a rien fait. Il arrive au pouvoir en octobre 2000. Fin octobre 2000. Novembre, décembre, janvier 2001. Vous l'attaquez. Pourquoi? Il a gagné son pouvoir, laissez-le. Laissez-le finir son quinquennat. Et après vous venez. Que non, si on ne frappe pas Gbagbo, si on ne fait pas rébellion, Gbagbo va pas. Alors que c'est Gbagbo qui a appelé tout le monde. Ouattara ne pouvait pas rentrer en Côte d'Ivoire. Bédié, il a un problème. C'est Gbagbo qui a appelé tout. Venez. Venez. On va faire forum de réconciliation. Tout le monde parle, tout le monde s'exprime. C'est dans ça que Ouattara est venu avec le nom de son papa. Il avait volé le nom de Nabitou Cissé. La pauvre. La pauvre. Il allait voler le nom de Nabitou Cissé pour venir mettre sur carte d'identité. Il a envoyé le passeport de son papa. Passeport est nouveau. Passeport de son papa, c'est nouveau comme ça. Même nous-mêmes qui venons de net, nous-mêmes qui sommes des enfants, le passeport de nos papas là, c'est vieux comme ça. Carte d'identité de ma maman là, c'est tordu comme ça. Tellement c'est vieux. Donc si je choisis carte d'identité de ma maman là, ça ne peut pas être nouveau, c'est vieux, ça varie. Il a envoyé ça pour dire son père est comme ci, sa mère est comme ça. Ça c'est au forum de réconciliation. Pour que tous les Ivoiriens puissent se parler. Et lui-même, Ouattara l'a dit, sa maman était malade, le président Gbagbo a fait partir sa main pour qu'elle aille se soigner. Toi-même, il t'a fait passeport diplomatique. Il t'a réhabilité. Au-delà de ça, malgré la rébellion, le monsieur là, il a fait de toi un candidat. Il a fait de toi un candidat. Mais malgré ça,
Comme si il t'avait fait autre chose. Comme si tu avais fait autre chose. Et tu veux le tuer. Mais il n'est pas mort. Il n'est pas mort. Et c'est pourquoi, et c'est là que j'ai fini, nous là, où on est là, on a pris conscience que les hommes comme Gbagbo là, Dieu envoie ça dans une nation une fois par siècle. Pas par génération, hein? Une fois par... C'est-à-dire qu'en 100 ans, il peut avoir ça une fois. S'il est trop gentil, il envoie ça 2 fois dans votre nation. Si vous n'arrivez pas à saisir ça, eh bien, il vous fait payer. Donc nous là, on a identifié notre Messie. Ce n'est pas Messie de Jésus là, hein, non. Mais nous, notre Messie pour arranger la Côte d'Ivoire là, on l'a identifié, il s'appelle Laurent Gbagbo. Et lui là, on est prêt à mourir pour qu'il soit réhabilité. Seul le peuple de Côte d'Ivoire, seul le peuple de Côte d'Ivoire a le pouvoir de dire oui ou non si Gbagbo doit être, Gbagbo doit être président ou pas. Le peuple de Côte d'Ivoire seul a le pouvoir de dire si Gbagbo doit être président oui ou non, à travers les urnes, dans une élection présidentielle inclusive, démocratique, transparente. Est-ce que vous comprenez ça? Seul le peuple de Côte d'Ivoire, à part le peuple de Côte d'Ivoire, personne, ni aucune entité ne peut le faire. Celui qui s'amuse, on va prendre les armes. Moi, je vous dis, hein, c'est pas du jeu. Hein. Les gens pensent qu'on est dans du jeu, on n'est pas dans du jeu. Hein. Celui qui s'amuse à faire les Gbagbo là, à soulever les guerres. Néni ça va soulever les guerres. C'est pas du jeu. Non, c'est là. Faut même pas que les gens se mélangent. Moi, par exemple, les soins, ah, bon, on est non, 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 non. C'est celui qui a s'amusé avec à faire les Gbagbo là, à prendre Nama, à soulever Nama. On va soulever Nama. Ça là, il faut que le drama mette ça dans sa tête. Il faut que le drama mette ça dans sa tête. Et puis tout le monde est prêt. Et puis les Ivoiriens sont prêts. Une révolution babieya. Une révolution de malade qui va rester dans l'histoire à jamais. L'histoire. De la manière, la révolution de 1787 est restée dans la mémoire collective, dans l'histoire à jamais. Et la révolution française, 1789. Et puis la révolution bolchevique. 1917, la révolution bolchevique, la révolution française, là, de la manière c'est resté dans la mémoire collective. Là. C'est comme ça la révolution ivoirienne va s'inscrire dans le temps et dans l'histoire. Au nom de tout ce qu'ils cherchent. Au nom de Dieu. Là, on est dans du jeu. Restez là, vous allez comprendre un peu. Aben Adonia là. C'est sur blanc du compte. C'est sur français du compte. C'est sur français du compte. Français là, avec Borio. Ils vont pas. Ils vont pas pour te laisser. Ils vont pas pour te laisser. Les Français, ils sont partis au Vietnam, à Bien Bien Phu. Les Vietnamiens les ont bottés, ils ont fui, ils sont partis en Algérie. Les Algériens les ont bottés là-bas. Hein? Les Algériens les ont bottés. Et puis ils sont venus s'asseoir à la maison. Est-ce que vous comprenez ça? À ce moment, ils avaient leur bombe atomique. Hein? Est-ce que vous comprenez ça? Donc, moi je vous le dis clairement ici. Même les Américains. Les Américains, oh, Djouchila au Vietnam. Oh, Djouchila au Vietnam. Oh, Djouchila en Afghanistan. Oui, au Djouchila, ils ont fui en Afghanistan récemment. Au Djouchila, partout, on les a bottés. Même à Mogadiscio, en Éthiopie. Au Djouchila, les Américains. Au Djouchi, il faut qu'on pourri. Ils ont fui. Si ils ont pu, on peut. Voilà. Donc, nous là, si Gbagbo n'est pas candidat,
Quel est Ateja? Ateja. Si Bawo n'est pas candidat. Et puis Ouattara, tu ne peux pas être candidat encore. Ça, il faut que tu t'appropries ça déjà. Il faut accepter ça. Accepte ça. Il faut boire l'eau. Boire l'eau. Je ne peux plus être candidat. Répète ça. Répète. Je ne peux plus être candidat. Je ne peux plus être candidat. Comme ça, ton cerveau va s'adapter à ça. Je ne peux plus être candidat. Moi, Alassane Ouattara, je ne peux plus être candidat. Moi, Alassane Ouattara, il faut répéter ça 10 000 fois. Ça va rester dans ta tête. Tu as voir les Ivoiriens. Et puis tu as dit, il fait 4 mandats. Tu as regardé les Ivoiriens dans les yeux comme ça. Et puis tu as dit, il fait 4 mandats dans notre pays. Tu as dit, il avait 4 mandats dans notre pays. Va faire. Va faire 4 ans là. Je ne comprends pas les gens. Non, j'ai commencé des choses qui doivent être. Il va bien, ta mère comme chaque matin. Tu as commencé quoi? Qui ne peut pas être achevé par quelqu'un d'autre. Toi, tu as commencé quoi? Qui ne peut pas être achevé par. Et non, tu n'as pas mouru. Tu n'as plus mouru. Ou bien quand tu as mouru là, on va plier la Côte d'Ivoire pour mettre dans ton cercueil pour parler à ça. Quand tu venais de Ouagadougou là, quand tu as appris là, est-ce que Kala n'a pas. Est-ce que Kala ne voulait pas sur Bouzon? Quand tu quittais à Ouagadougou là, quand tu as appris là, Badjan, tu as appris de Bobo du Lasso pour venir en Côte d'Ivoire. Est-ce que quand ça arrive au niveau de Ouangolodou, est-ce qu'il y a pas goudron là-bas? Quand tu arrives au plateau là, quand tu arrives en Côte d'Ivoire à Abidjan là, où tu travailles au plateau, est-ce que le plateau là, c'est ton grand-père qui a construit ça? Lui qui a construit, il s'appelle Oufou Boadi, il est décédé. Et puis Bédi a pris. Et puis les 12 chantiers de l'éléphant là, Bédi a commencé, et puis Bédi est parti. 12 là, c'est pas fini. Et puis Bédi est décédé. 12 là, c'est pas fini. Toi, tu es là, tu as commencé. Donc toi là, pour toi est fini, va. Va te reposer. Ton mandat est fini, va te reposer. Si tu ne te reposes pas là, Draman, on va faire ta peau. C'est moi qui te parle, on va faire ta peau. Si tu ne quittes pas le pays là, si tu ne quittes pas la Côte d'Ivoire, on va faire ta peau. Ça c'est ça là, il faut que tu... Ok, bien ne connaît pas à faire. On est là et puis on regarde. Et puis on se prépare. Et puis on se prépare. 4 mandats dans le pays là. Si tu veux, ce qui est simple, si tu veux, il faut faire un référendum. Ça, tu as le droit. Tu fais un référendum, la limitation de mandat à 2, on supprime la limitation de mandat à 2. Supprimons la limitation de mandat à 2. Et puis, il n'y a plus de limitation de mandat en Côte d'Ivoire. Voilà. Tu fais ça. Tu fais un référendum, oui ou non. Voilà. Et puis, on s'en va au référendum. C'est ça. Il faut faire un référendum et puis on va voir. Si tu peux gagner, oui, tu peux continuer. Mais aujourd'hui, la Constitution dit, tu ne peux pas faire 2e mandat. Tu as fait un coup d'état constitutionnel. On t'a regardé. Tu as tué les Ivoiriens. On t'a regardé. Ah, comme on t'a laissé, donc, tu es venu faire encore. Cette fois-ci là, tu n'as pas t'en sortir. Tu as resté dedans. Cette fois-ci là, tu as resté. On va appeler le peuple à sortir. Le peuple va sortir dehors. Et puis, moi-même là, tu ne sais pas que moi-même serai dedans. Dans le peuple là. 2020. Bah, bien. En octobre, je disparais des réseaux. En octobre, je disparais des réseaux. Faut pas me chercher, hein. Je suis au plateau. Octobre 2027, là, je disparais des réseaux. Faut même pas me chercher, je suis au plateau. On va coordonner les mouvements pour faire ta sauce propre. Il faut quitter le pays là. Il faut quitter le pays là. Quitte-la. Mets quelqu'un d'autre candidat. Et puis on va aller s'affronter. Si la personne gagne, la personne prend le pouvoir. Si la personne ne gagne pas, la personne qui gagne prend le pouvoir. Et puis la personne. Et puis
Vous venez dans l'opposition. Et c'est l'opposition la tue. Nous, on est dans l'opposition depuis 15 ans et c'est mort. On est dans l'opposition depuis 15 ans et on est mort quand on a pris l'Afrique. On n'est pas mort en vie. Ou bien. Donc, il faut que Draman laisse ça. C'est pas bon. C'est pas bon pour lui. C'est pas bon pour la Côte d'Ivoire. C'est pas bon pour l'Afrique. Voilà. Laisse ça. Quitte-la. Quitte-la. Voilà. Donc, Camara peu d'Afrique. Voilà un peu ce qu'il voulait vous dire ce soir.